secrétaire général de CELEN, qui est l'association en charge des sujets environnement pour les fédérations représentant les entreprises de production de viande, et je vais vous faire le retour d'expérience de l'affichage environnemental et de nos propositions. On a une chronologie effectivement assez longue de l'affichage environnemental, puisqu'on peut se dire que ça a commencé en 2006 avec une initiative privée de Casino. On a commencé, nous, à nous intéresser plutôt en 2009 à l'occasion de la sortie des lois Grenelle 1 et 2. Et dès qu'on a eu connaissance du projet d'affichage environnemental, on a fait une étude avec l'ANIA, la coopération agricole et les centres techniques pour essayer de tester la robustesse en fait du dispositif. Là, jugé peu robuste, c'est pourquoi on ne s'est pas impliqué dans l'expérimentation qui a eu lieu entre 2011 et 2012 en France. D'ailleurs, le rapport des parlementaires sur cette expérimentation a montré qu'il n'était pas mûr pour une généralisation, qu'il fallait deux choses. Il manquait des valeurs de référence pour donner aux consommateurs une information sincère, objective et complète, et il fallait un cadre plus international et notamment communautaire pour éviter de défavoriser les produits nationaux. Alors la base de données, comme Sarah Martin vient de le montrer, a été créée en 2012, mais uniquement sur les produits agricoles, sur les produits amont. Et quant au cadre réglementaire européen, il a été créé en 2013 par la Commission européenne avec des recommandations sur l'affichage, qui donc a été suivi par une expérimentation qui a été menée entre 2014 et 2017. Et là, pour le coup, l'UCBV, syndicat européen des bétaillers viande, a souhaité participer au débat en créant un pilote viande rouge, bœuf, agneau, porc, avec 7 pays européens, dont la France. On s'est rendu compte que dans ce sujet, avec 15 critères d'émission basés sur l'analyse du cycle de vie, depuis l'aliment jusqu'à la mise à disposition du produit, mais il y avait beaucoup de conflits d'intérêts. Et même si le projet est sur une base scientifique et technique, il y avait beaucoup d'arbitrage politique finalement à faire. Et comme on le voit sur la diapo suivante, la plupart des arbitrages, nous les avons perdus. Ce qui fait qu'en 2017, le projet s'est retiré, enfin le pilote viande rouge s'est retiré du projet PEF pour plusieurs raisons. J'en cite quelques-unes. Les allocations produits-coproduits, ça sera décrit un peu plus tard, mais selon la façon dont on répartit des allocations, les impacts environnementaux entre les différents sortants de l'abattoir, viande et coproduits, eh bien le poids de la viande peut être très différent. L'allocation économique étant la plus défavorable à la France, et c'est celle qui a été imposée par la Commission européenne. Et dans la diapo suivante, on voit aussi que nous avons tiqué sur l'unité fonctionnelle qui a été aussi imposée comme étant le kilo. Donc les impacts étaient rapportés au kilo de viande, alors que ça n'est pas remplir l'estomac n'est pas la fonction unique de la viande. Pour illustrer, si vous prenez un pot de peinture et que vous cherchez à établir son empreinte environnementale, vous allez pas prendre rapporter les impacts au kilo de peinture, mais à un mètre carré de mur peint et qui va tenir pendant 10 ans. C'est ça le service rendu par la peinture. Et bien celui qui est rendu par l'aliment n'est pas bien caractérisé par le kilo. Vous voyez là sur la diapo un exemple d'une étude faite par l'INRA il y a une dizaine d'années et qui compare l'impact environnemental rapporté au kilo, enfin au poids, en vert, et celle qui est rapportée à l'énergie apportée par l'aliment. Vous voyez que en orange, la hiérarchie est respectée. Un produit carné aura toujours plus d'impact qu'un produit végétal, puisque le cycle de vie est bien plus long, mais rapporté à l'énergie, ça écrase les écarts. Dans la slide suivante, vous voyez un autre élément qui a fondé notre décision de nous retirer, c'est cette discrimination entre les produits conventionnels et les produits sous signe de qualité. Vous voyez sur la diapo le graphe en toile d'araignée qui montre deux produits porc, en fait deux viandes de porc, issues d'un porc biologique en rouge et issues d'un porc conventionnel en bleu. Et vous voyez que pratiquement sur tous les critères, le porc biologique
biologique a plus d'impact que le port conventionnel. C'est normal puisque le modèle de l'affichage environnemental basé sur l'ACV favorise l'intensivité. J'ai fait ce graphique à partir des données Agribalis 2 de 2015. Je note que il y a des nouvelles données qui vont sortir, qui vont être remises au public, mais qu'aucun responsable politique de la filière n'a pu consulter ni les valeurs ni les méthodes de calcul. Vous voyez, pourtant les bases de données, c'est essentiel, c'est le cœur de l'affichage. Pourtant, les critères sont tellement complexes à calculer qu'une base de données ne pourra jamais rendre compte d'un produit particulier. On a toujours recours à des moyennes. Le coût d'une étude de cas pour évaluer l'impact environnemental d'un produit par référence est entre 10 000 et 15 000 euros. C'est ce que nous avons payé dans le cadre de notre étude. Et même si, et c'est heureux, l'affichage environnemental est multicritère, rien n'empêche un acteur d'extraire de cet affichage un critère. Là, vous voyez, par exemple, une échelle carbone qui a été diffusée par le groupe de restauration collective Elior, qui a déposé ça sur les tables et qui met sur une même échelle le bœuf et la carotte, par exemple. Alors, même si c'est des aliments qui s'accommodent très bien, ils ne sont pas substituables l'un à l'autre. Ça n'a pas de sens de présenter ça comme ça. Et c'est normal qu'on le présente comme ça parce que on voit sur la diapo suivante que le modèle suivi, c'est le modèle de l'étiquette énergie. Or, ça n'a rien à voir puisque l'étiquette énergie, c'est une information qui est utile, qui est donnée au consommateur, mais qui est basée sur des critères qui sont mesurables, contrôlables et maîtrisables par le producteur. La consommation d'énergie est directement liée à l'efficacité du moteur que l'on met dans un aspirateur, par exemple. Eh bien, ça, c'est maîtrisable par le constructeur. En revanche, le constructeur ne maîtrise pas la gestion d'une mine de fer qui sera utilisée pour faire les éléments en fer de son équipement. Donc, on est sur deux choses qui sont très différentes. Il y a pourtant une autre façon d'utiliser l'ACV, c'est sur la diapo suivante. Elle n'est pas très lisible, mais je vais vous expliquer. C'est issu en fait de l'étude de cas de Danish Crawl, l'opérateur de port qui était partenaire dans notre projet, où on voit les différents critères d'impact de l'ACV et quels sont les secteurs, quels sont les maillons de la chaîne de production qui sont les plus gros contributeurs sur chacun de ces maillons. J'ai pris deux exemples. On voit que la gestion des effluents d'élevage, par exemple, impacte particulièrement l'eutrophisation, l'acidification et les émissions de particules fines, alors que l'industrie, la distribution, a plutôt un impact sur la consommation des ressources fossiles, l'appauvrissement de la couche d'ozone. Et si je prends, comme sur la diapo suivante, l'exemple de l'industrie de la distribution, que je connais particulièrement bien, on voit qu'on peut agir sur ce maillon-là pour réduire finalement l'impact sur ces deux critères-là qui sont particulièrement forts. Pour l'appauvrissement de la couche d'ozone, on peut supprimer en fait les fluides frigorigènes qui ont un pouvoir d'appauvrissement de la couche d'ozone, et on le fait dans notre secteur en passant à des fluides naturels plutôt qu'en utilisant des CFC ou des HFC. Et concernant la consommation de ressources fossiles, eh bien, on s'engage à rendre les barquettes recyclables, ces barquettes qui sont essentiellement produites à partir des résines plastiques, donc issues des ressources fossiles. En conclusion, en résumé, on voit bien que l'ACV sert à bien identifier où sont les problèmes sur l'ensemble de la chaîne de production, et on peut très bien étudier phase par phase. On n'est pas obligé d'agréger tous les impacts en une seule note, qui n'aura pas de sens finalement. On se rend compte qu'il faut élaborer l'unité fonctionnelle. Je ne sais pas s'il faut aller vers un système anglo-saxon, comme dit Gilles, juste avec la nutrition, ou plus latin en intégrant une notion de plaisir. Ce sera difficile à modéliser, mais pourquoi pas. Et revoir les allocations. On sait qu'elles impactent beaucoup le poids. Il faut développer des outils B2B pour qu'un maillon puisse donner l'information au maillon qui le suit des matières premières qui sont les moins impactantes
toutes choses étant égales par ailleurs, prix et apport nutritionnel par exemple. Montrer, comme l'a dit Sarah Martin d'ailleurs, que la durabilité des productions est bien plus importante que leur performance environnementale. En tout cas, la performance environnementale n'est qu'une partie. On l'a vu il y a quelques années avec les œufs, dont on sait que le consommateur s'est détourné des œufs en cage au profit des œufs plein air. Et pourtant, un œuf en cage, la production d'un œuf en cage est bien plus performante qu'un œuf plein air. Et enfin, quelque chose qui manque dans cette analyse, c'est le fait de faire valoir les autres services de l'élevage qui n'entrent pas dans cette analyse. Par exemple, au travers des travaux du GES Élevage Demain, qui, lorsque l'on parle des intrants végétaux dans l'alimentation des animaux d'élevage, eh bien, fait bien la distinction entre ce qui est consommable par l'homme et ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc, on a quelques pistes à creuser, en espérant qu'on pourra le faire avant que nos produits soient éjectés du marché. Merci beaucoup.